Parmi les machines de guerre dont le nom est devenu célèbre, peu sont entourés d'une aura de peur, d'un respect et d'une réputation bien supérieure à leur nombre opérationnel. Peu d'armes de guerre sont arrivées au niveau du Panzerkampfwagen 6, le char Tigre. Introduit en service actif en 1942, le Tigre a immédiatement projeté l'aura d'une force blindée invincible. La conception des chars britanniques stagnait depuis l'entre-deux-guerres. Ils étaient adaptés aux tactiques des conflits précédents, la plupart du temps suivant l'ancienne doctrine qui divisait l'emploi des chars de combat en deux catégories, les uns lourdement blindés et lents pour appuyer l'infanterie débarquée, et les autres légers et rapides, favorisant la reconnaissance blindée. Dans les deux cas, l'armement utilisé était de petit calibre et la motorisation poussive et pas toujours fiable. Monter un canon de gros calibre sur un châssis robuste tout en ayant un moteur puissant, le tout protégé d'un épais blindage, représentait un challenge hors de portée pour une armée manquant de finances et qui n'était pas préparée à changer sa manière de penser. Contrairement à l'armée britannique, l'armée allemande émergente sous la direction d'Adolf Hitler et de ses généraux allait appliquer un nouveau concept de guerre légère, le Blitzkrieg. Basé sur de nouvelles technologies, l'Allemagne planifiait une offensive rapide, repoussant encore et encore les limites techniques des fabricants d'armes. De meilleurs chars dotés d'un meilleur blindage et armés des canons de plus gros calibre allaient bientôt faire leur preuve dans une manœuvre plus audacieuse et plus complexe à travers la Pologne, la Belgique, la France et contre les forces britanniques lors du début de la guerre. Miraculeusement, les Panzers allaient stopper leur avance juste avant Dunkerque, permettant aux Alliés de s'échapper par la Manche en laissant derrière eux véhicules blindés et de soutien. Après le succès du Blitzkrieg initial en France puis en Afrique du Nord, l'avantage des forces de l'Axe sur les Alliés s'amenuisa progressivement. Les équipages britanniques de Crusader et de Valentine étaient habitués à être dangereusement près des panzers adverses, souvent derrière un barrage d'artillerie ou un écran de fumigène, pour laisser une chance à leurs faibles canons de 2 livres de percer les Panzers 3 et 4. Ces tactiques nécessairement risquées se soldèrent par de lourdes pertes humaines et matérielles pour les Britanniques, pertes qu'ils pouvaient difficilement se permettre et remplacer. Ces cruelles leçons ne furent pas ignorées par les Britanniques, mais il manquait encore d'une industrie capable de leur fournir des chars modernes en nombre suffisant. De l'autre côté de l'Atlantique, l'US Army, presque léthargique, commença à se relever et à prendre conscience. Elle reconnut l'importance du rôle du char dans la guerre moderne et la nécessité de produire un engin facilement, rapidement et relativement bon marché. En 1942, l'avènement de la loi Pré-Baille, l'arrivée du Sherman sur le front européen, allait rétablir l'équilibre sur les champs de bataille. Initialement utilisé en Afrique du Nord par les Britanniques, le Sherman allait faire ses preuves lors de plusieurs combats.
Avec de plus gros canons et de meilleurs chars, les Alliés commencèrent à se sentir plus en confiance pour affronter les Allemands. L'apparition d'un nouveau char allemand, d'abord sur le front russe en 1942, puis en Afrique du Nord, fit voler en éclats cette confiance. Voici le char Tigre 1. Machine de guerre de 56 tonnes, lourdement blindée et construite autour de son fantastique canon de 88 mm. Aucun autre char de la Seconde Guerre mondiale ne gagna une aussi terrifiante réputation. La portée et la précision de son canon, alliée à la formidable efficacité de son blindage, en fit une légende aux yeux de ses adversaires. La peur du char se répandit à nouveau parmi toutes les troupes alliées engagées en première ligne. La conception du Tigre débuta en 1937, 2 ans avant le début de la guerre. Deux entreprises allemandes, Porsche et Henschel, reçurent un appel d'offres pour développer un char de combat supérieur en tout point à ses adversaires connus ou présumés, et qui puisse s'intégrer aisément dans une armée allemande de plus en plus puissante. Hitler et son état-major choisirent le modèle Henschel, le Führer ayant été séduit par la taille et la puissance du prototype présenté à la démonstration. Un beau symbole de puissance du Troisième Reich. La production commença presque aussitôt, seuls quelques éléments étant sous-traités à Krups et envoyés à l'usine de production Henschel. Les chaînes de montage adoptèrent un rythme de production élevé de 140 machines mois et firent preuve d'ingéniosité avec des méthodes de production novatrices et une incroyable précision en matière d'ingénierie lourde. Environ 80 des modèles Porsche refusés furent convertis en canons anti-chars automoteurs, baptisés Ferdinand puis Éléphant, et utilisés d'abord sur le front russe puis en Italie. D'autres variantes basées sur le châssis du Tigre furent produites en très petite quantité, tel le lourd Sturm Tiger vu ici lors de son unique action significative contre les Polonais désespérés du soulèvement de Varsovie. Les Allemands ont systématiquement bombardé la ville. On voit clairement ici l'énorme obus de 344 kg sortir du canon. Il en coûtait plus d'1 million de Reichsmark et plus de 3,5 millions d'heures de travail pour construire chaque Tigre. Le niveau de qualité était tel que le processus de fabrication ne pouvait être ni accéléré ni simplifié. Soudure, joints, roues, anneaux de tourelle et toutes les pièces principales demandaient des compétences et de l'expérience pour être sûr qu'elles seraient assemblées correctement. Cette rigueur et cette précision ont contribué à la réputation du Tigre à faire face aux conditions extrêmes, mais ont également compliqué la maintenance de celui-ci au combat. Malgré son équipage de 5 hommes, son énorme canon et son épais blindage,
les seules réelles innovations furent les roues imbriquées montées sur une suspension à barre de torsion. Destiné à améliorer les performances tout-terrain de l'engin et à supporter son poids élevé sur ses larges chenilles, ces caractéristiques allaient se révéler difficiles à atteindre dans les années qui suivirent. Les chars sortant des chaînes de production n'avaient pas d'équivalent dans les armées alliées. Son armement principal était le même que le canon anti-aérien de 88 mm. Développé à l'origine pour tirer la munition explosive destinée à détruire les appareils ennemis en altitude, il fut par la suite transformé en une arme anti-char très efficace et redoutée. Le recul considérable de cette pièce fut maîtrisé par une excellente conception et fabrication de l'engin, ce qui avait donné du fil à retordre aux ingénieurs alliés par le passé. La taille du canon exigeait une tourelle imposante pour l'accueillir. Celle-ci pesant plus de 14 tonnes, il fallait un support conséquent pour lui permettre de tourner correctement. La très haute vitesse initiale de cette munition, plus de 800 mètres par seconde, lui donnait une énergie cinétique incroyable et une trajectoire très rapide, facilitant la visée et le tir. Les projectiles de ce calibre étaient capables de percer le blindage de la plupart des engins de cette époque, qui étaient en général de 5 à 7 cm d'épaisseur, à des distances de 2700 mètres. Un obus mettait environ 4 secondes à atteindre sa cible. Si vous repériez le départ du coup d'un tigre à 2,5 km de distance, vous aviez moins de 4 secondes pour réagir. La pénétration de la caisse d'un engin allié par un obus de 88 mm avait des effets catastrophiques. Avec de la chance, l'obus pouvait passer entre les membres d'équipage et ressortir sans avoir touché de partie mécanique vitale. Sinon, le projectile de 7 kg chauffé au rouge et lancé à une vitesse supersonique ricochait à l'intérieur de la cabine, tuant ses occupants et faisant exploser les munitions. Quand un char était touché, le moteur explosait littéralement, tuant l'équipage à moins que celui-ci n'ait réussi à s'extraire rapidement par les petites trappes d'évacuation. Le canon de 75 mm monté sur le Sherman était adapté à la plupart des engins blindés qu'il devait affronter, mais il fallait qu'il s'approche à moins de 750 mètres pour espérer percer la partie la plus fine du blindage arrière ou des flancs du Tigre. Les 15 cm du blindage frontal du Tigre nécessitaient quasiment un tir à bout portant des canons de 75 mm alliés. L'apparente invincibilité du Tigre et la protection offerte par son blindage faisaient la fierté de ses équipages et leur donnaient une grande confiance dans leur machine. En plus de l'arrivée de l'hiver sur les steppes de Russie, une nouvelle menace sortie des usines de l'Oural remit en question l'avancée allemande, voire même sa survie sur le front de l'Est. Le char russe T-34. Ce char très bien conçu et produit en nombre allait poser problème à l'armée allemande, victorieuse jusqu'alors. Avec son blindage en acier trempé révolutionnaire, son canon de 76 mm et ses larges chenilles, il pouvait combattre et manœuvrer efficacement, même en terrain difficile. Il était disponible en très grand nombre.
Il est probable que c'est l'hiver russe qui stoppa l'armée allemande aux portes de Moscou, mais c'est le T-34 qui l'a fait reculer. Le Tigre fut envoyé en urgence sur le front russe pour faire face à cette nouvelle menace. Le T-34 était un char moderne, mais il n'égalait pas le canon de 88 du Tigre. Et comme le Sherman américain, il devait s'approcher à une distance suicidaire pour pouvoir percer son blindage. La conception simplifiée des chars russes a cependant permis d'en produire de très grandes quantités et a donné à l'armée russe la possibilité de submerger les troupes allemandes. Le niveau de protection et la résistance du Tigre furent démontrés lors d'un engagement sur le front russe, sur un point bien défendu et tenu par des chars T-34 et plusieurs canons anti-chars. Le combat dura 6 heures. Le Tigre fut touché 2 fois par des obus de 45 mm qui détruisirent le périscope du chef de bord, rendant celui-ci aveugle à ce qui se passait. Les pots fumigènes s'allumèrent tout seuls et la fumée entra dans le compartiment sans que l'équipage ne puisse faire fonctionner l'aération. Progressant toujours plus près de leur objectif, les tirs se firent plus intenses et une cacophonie assourdissante de bruits d'impact et d'explosions, de même que des nuages de fumée et d'éclairs régnaient autour de la tourelle. Un obus de 76 mm tiré presque à bout portant toucha le canon, brisant le masque et bloquant la culasse en arrière. Un projectile semblable pénétra le bloc moteur, allumant un feu qui fut vite éteint. Même une lourde charge explosive placée sur le toit par l'infanterie ennemie ne réussit pas à percer le blindage, ne provoquant qu'une grosse détonation et beaucoup de chaleur. Six heures plus tard, ayant accompli sa mission, le Tigre réussit encore à parcourir 60 km par ses propres moyens jusqu'à son nouvel objectif où les dégâts furent constatés. Il y avait 227 impacts de fusils anti-chars, 14 impacts de canons anti-chars de 57 mm et 11 coups de canon anti-chars de 76 mm. La preuve évidente que le Tigre pouvait encaisser à peu près tout ce que les Alliés pouvaient lui envoyer. Les Tigres quittaient l'usine peints d'un certain nombre de couleurs de base. Leur camouflage respectif était réalisé par les unités sur le terrain afin que leurs chefs puissent les adapter au plus près de leur environnement. La peinture était choisie dans une gamme fournie par le ministère de la Guerre allemand et appliquée en unité selon le terrain d'engagement. Les schémas de camouflage étaient choisis parmi un ensemble varié issu des précédents combats victorieux. Par exemple, lors de leur première action près de Leningrad en août 1942, le 502e bataillon avait peint ses Tigres en gris sombre. En janvier 1943, son jumeau, le 503e bataillon, avait repeint ses chars en blanc pour les confondre avec la neige à mesure qu'ils avançaient vers Rostov. Comme on peut le voir sur ce cliché de la tourelle d'un des premiers Tigres.
La culasse du canon de 88 mm prenait beaucoup de place à l'intérieur du char. L'amortisseur de recul est visible ici, de même que le système de visée du tireur et la trappe d'évacuation. Pour protéger le chef de char de l'éblouissement, un écran était installé à sa droite et à sa gauche se trouvait un volant de contrôle de la rotation de la tourelle, duplication de celui du tireur, pour aider au pointage du canon. Les équipages de Tigre collaboraient étroitement au combat. Sous les ordres d'un chef aguerri, assis dans sa tourelle ventilée, avec à ses pieds le tireur, qui bénéficiait de l'excellente vision de sa coupole pour rechercher des cibles et relayer les instructions via l'interphone, même si une tape appropriée sur l'épaule du tireur pouvait remplacer celle-ci. Les manuels d'instruction du char Tigre rappelaient quelques principes de base pour l'équipage. Le blindage frontal est virtuellement indestructible par les chars ennemis situés à plus de 800 mètres. La protection peut encore être améliorée en inclinant la position du char quand il se trouve en face d'un canon ennemi. Tourner le char de 8 à 10 degrés équivaut à une augmentation de 3 cm du blindage. Cela signifie que l'ennemi doit se rapprocher encore plus. Et plus il se rapproche, plus il est facile à détruire. Utilisez la méthode dite de l'heure des repas pour avoir la meilleure protection possible. Signifie que le char doit toujours présenter son angle le plus protégé à l'ennemi. Ce diagramme provenant d'un manuel de combat montre les points les plus résistants du Tigre et où les coups de l'ennemi sont susceptibles d'arriver sous l'angle le plus direct. Lorsqu'il faisait face à plus d'un adversaire à la fois, utiliser la méthode de l'heure des repas face au premier permettait aux équipages de Tigre d'engager et de détruire les autres chars ennemis avant de simplement réorienter la tourelle pour finalement détruire ce premier char. Ce travail sur les distances et la méthode de la feuille de trèfle signifie que les chefs de char pouvaient calculer la distance à laquelle ils pouvaient laisser l'ennemi s'approcher depuis différentes directions. Pour améliorer l'efficacité de l'armement principal, celui-ci était doté d'une excellente optique de visée et d'un système très simple permettant de déterminer la distance avec précision jusqu'à environ 2700 mètres. La précision et l'énergie à l'impact du canon de 88 étaient prises en compte dans les tactiques des unités de Panzer. Les chefs de char avaient des instructions très strictes sur la manière de diriger efficacement leur engin. L'un des points principaux stipulait de ne pas faire feu en roulant pour conserver le maximum de précision et maximiser l'effet du canon de 88. Au début de la guerre, alors que le Tigre était encore en développement, des tactiques de combat variées furent étudiées. Elles fonctionnèrent bien en conditions idéales et avec un nombre suffisant de chars. Mais à mesure que la guerre évoluait, les conditions d'engagement, la disponibilité et les pénuries ont inspiré une approche plus pragmatique. Lors de leurs premiers engagements, l'organisation type des 501e et 503e bataillons était de 4 pelotons, Zug en allemand, comprenant chacun 2 Tigres et 2 Panzer III, accompagnés d'un peloton supplémentaire avec 1 Tigre et 2 Panzer III. Ces formations de Tigres furent une mauvaise surprise pour les Russes à Leningrad en 1942. Plus tard en Afrique du Nord,
les Alliés durent repenser leur tactique pour faire face à l'armée allemande. Les chars envoyés pour renforcer Rommel lors de la campagne de Tunisie en mars 1943 étaient peints en sable Afrika Korps ou jaune sable. La supériorité des Tigres et l'efficacité des tactiques allemandes furent également démontrées lors de la bataille de Magnasie en Afrique du Nord. 4 Tigres détruisirent 40 chars Sherman et Grant du 1st Armored Regiment américain lors d'un bref engagement. Leur réputation commençait à s'établir et le ratio de 10 chars détruits pour 1 perdu restait désespérément constant des faveurs des Alliés. Il monta même à 18 pour 1 lors d'une des plus grandes batailles du front de l'Est. Le déploiement rapide des Tigres dans des unités comme la division Grossdeutschland, la division Das Reich ou la division Totenkopf suivait des tactiques novatrices et très efficaces, s'adaptant aux aléas de la guerre et faisant preuve d'extraordinaires capacités d'organisation et d'improvisation. Les généraux allemands, les chefs de corps et le général Hans Guderian reformèrent les bataillons de Panzer existants et à venir pour tirer le meilleur parti des capacités impressionnantes du Tigre et mettre à profit les précieux enseignements d'un champ de bataille en pleine évolution. Les chefs de char se virent remettre en mai 1943 un manuel de combat qui spécifiait clairement comment les précieux chars lourds devaient être employés. Ils devaient en premier lieu attaquer les positions ennemies, y compris en défense. Deuxièmement, ils devaient fournir les premières vagues d'assaut ou réaliser des opérations coup de poing visant à réduire les pertes des engins d'appui. Troisièmement, ils devaient débarrasser le champ de bataille de tout char ou véhicule ennemi à longue distance, afin que les engins moins protégés puissent attaquer les blindés standards. Ces instructions furent suivies à la lettre afin de limiter les pertes et améliorer encore l'efficacité au combat. En Russie, durant l'été 1943, à la bataille de Koursk, la division Das Reich, de même que d'autres unités, employa toute une variété de camouflage. Lors de cette grande bataille, les Tigres furent utilisés dans le rôle pour lequel ils avaient été conçus, et presque toujours au maximum de leur potentiel. Ce qui allait devenir l'une des plus grandes batailles de chars de tous les temps fut planifié par le haut commandement allemand pour briser l'attaque soviétique, repousser les Russes et leur reprendre le terrain. 56 chars Tigres furent engagés au total. 14 faisaient partie de la Grossdeutschland, les autres étaient ceux du SS Panzerkorps. En tout, 2700 chars furent engagés par le haut commandement allemand.
s'étaient entraînés dur pendant des mois pour ça, implémentant les Tigres avec d'autres unités, travaillant les communications et les manœuvres pour être toujours plus opérationnels. Les unités étaient très puissantes et confiantes, malgré les cuisantes défaites précédentes près de Moscou. Les Tigres furent déployés sur le front en formation pour ouvrir une brèche dans les positions russes, suivis ou flanqués des Panzer III et IV. Ils passèrent à travers les défenses russes en rencontrant des centaines de chars ennemis qui essayèrent de s'approcher le plus près possible d'eux. Dans les espaces ouverts des steppes russes, encore une fois, les canons de 88 mm laissèrent les Russes exsangues. Les chefs de char des T-34 furent formés à l'attaque des formations de Tigres, se rapprochant et utilisant leurs tourelles, dont la rotation était plus rapide, pour fixer leur ennemi. Les combats pouvaient durer 5 ou 6 heures et devenaient un mortel jeu du chat et de la souris. Opposant des chars manœuvrant pour toujours présenter leur côté le mieux blindé à l'ennemi, cherchant ses points faibles, tirant avantage du moindre couvert et jugeant précisément quand avancer, quand faire feu et quand se retirer. Les unités russes subirent des pertes importantes de la part de la Großdeutschland Division et du SS Panzerkorps, mais leur supériorité numérique et leur immense dispositif tactique défensif eurent raison de l'offensive allemande et le terrain durement gagné dut être abandonné. Bien qu'ils furent crédités du meilleur ratio de combat victorieux, de nombreux Tigres furent détruits, de même que la majorité du reste des chars allemands, écrasés sous le nombre par les chars russes. Le Tigre ne fut plus jamais utilisé en si grand nombre. À la fin de l'hiver et au début du printemps 1944, des unités aguerries telles que le Schwerepanzerabteilung 509, 501, 502 et 507 utilisèrent de nombreux schémas de camouflage pour s'adapter aux changements de climat et d'environnement. Hauptmann Philipp, 94 Abschüsse. Hauptmann Ubben, 17... La machine de propagande nazie dirigée par Joseph Goebbels reconnut ses propres as et n'attendit pas pour exploiter leur statut de héros dans les actualités et autres supports de propagande. Michael Wittmann et son Tigre bâtirent leur réputation sur le front de l'Est, comptabilisant 16 chars T-34 détruits en une seule journée. En comptant le front de l'Est et celui de l'Ouest, il avait plus de 130 victoires confirmées à son acte. Les équipages de Tigre étaient considérés comme l'élite des forces blindées, à qui on confiait 1 million de marques de technologie militaire et la fierté de la machine de guerre nazie.
Leurs uniformes variaient selon le théâtre d'opération, leur unité et la période du conflit. Les équipages SS de Tigre portaient leur uniforme noir de SS, le liseré rose de leurs épaulettes, les identifiant comme équipage de chars. Sur le terrain, différentes tenues de combat étaient portées selon les conditions d'engagement. En 1944, arrivent d'épais blousons et pantalons de cuir fabriqués pour les équipages de sous-marins. Ils n'étaient plus d'une grande utilité pour des U-boats bloqués le plus souvent dans leur port. On les transféra donc aux équipages de Tigre. Ils furent très impopulaires car trop lourds et encombrants à l'intérieur des tanks. Les combinaisons camouflées HBT qui permettent une plus grande liberté de mouvement à l'intérieur des chars et une protection à l'extérieur furent beaucoup plus appréciées des équipages. On peut également voir ici le système d'intercom radio. Comme pour tous les autres engins blindés de deux camps, les tenues devaient avant tout être pratiques. Pour servir les Tigres, au moins 19 compagnies furent créées et formées tout au long de la guerre. Chacune avait son propre marquage distinctif. De nombreuses unités de SS acquirent une réputation de fanatiques. La 3e SS Panzerdivision, connue sous le nom de Totenkopf, fit la campagne de Russie sur le Tigre I et alors que la guerre arrivait à son terme, passa sur le Tigre II. Avec ses chars plus lourds, elle combattit dans les rues de Berlin, défendant le bunker du Führer jusqu'à la fin. La compagnie de l'as Michael Wittmann faisait partie de la première SS Panzerdivision, Leibstandarte Adolf Hitler. L'un des premiers bataillons était le Schwerepanzerabteilung 501, initialement sous le commandement du major Lüder. Le bataillon fut reformé après avoir combattu en Tunisie et fut engagé sur le front de l'Est après un entraînement en France. Du fait des nécessités de la guerre, les unités étaient reformées et amalgamées pour s'adapter à la situation opérationnelle. Alors que le cours de la guerre basculait et que les Allemands étaient de moins en moins offensifs, les Tigres furent plus rarement utilisés dans des formations à grande envergure. La supériorité aérienne alliée et les avions d'appui au sol tels que les Typhoons et les Mustangs rendaient les grands déploiements de blindés dangereux. Alors que les Alliés avaient débarqué en Normandie, leur parapluie aérien s'étendait de plus en plus, projetant une ombre sur le déploiement des blindés allemands. Parfois obligé de devenir un véritable bunker mobile, lourdement fortifié, le Tigre était souvent mis en embuscade en profitant de la portée de son canon. C'est de l'une de ces positions d'embuscade en Normandie que le Tigre de Michael Wittmann fut crédité d'avoir presque à lui seul stoppé la 7e division blindée britannique, détruisant 75 de ses chars et encore plus de véhicules à Villers-Bocage.
Lorsque son Tigre fut stoppé, chenille détruite, il fut forcé de rejoindre son quartier général, où il fut accueilli en héros une fois de plus. Dès que les Alliés eurent établi leur tête de pont, la défense allemande se durcit, particulièrement autour de Caen, où les troupes britanniques et canadiennes de Montgomery entraînèrent l'armée allemande dans une longue bataille d'usure. En juillet, l'opération Goodwood commençait à s'essouffler, les unités rencontrant de lourdes pertes contre les positions fortifiées allemandes, comprenant de nombreux Tigres dont le gros canon de 88 mm dominait le champ de bataille. Une seconde attaque eut lieu en août. L'opération Totalize devait repousser les Allemands et prendre la poche de Falaise. En Normandie, de nombreuses unités adoptèrent un camouflage plus élaboré, soit pour se camoufler en position d'embuscade, soit pour mieux échapper aux mortels Yabos, les chasseurs bombardiers américains et britanniques. Les Alliés avaient maintenant une nouvelle arme pour contrer le Tigre. Les préparatifs fébriles du débarquement avaient permis aux Alliés de monter un canon de 17 livres sur le Sherman. Les équipages avaient eu peu de temps pour s'entraîner et seulement quelques-uns étaient prêts pour la campagne de Normandie. Appelés Fly-Fly, ils évoluaient généralement au sein de pelotons de 5 Sherman, dont 4 utilisaient le canon standard de 75 mm. L'un de ces pelotons britanniques entra en action au nord de Falaise, où après une course folle de nuit, il trouva refuge dans un verger. Une petite formation ennemie comprenant 3 Tigres fut repérée en mouvement dans leur secteur à une distance de 1100 mètres. Et immédiatement l'équipage des Firefly reçut l'ordre d'engager le dernier char de la colonne. Lorsque le Tigre à l'arrière de la formation fut à 700 mètres, le Firefly tira 2 coups, perçant le blindage latéral et mettant le feu à l'intérieur. Les Tigres restants se présentèrent à l'ennemi de la façon heure des repas. Le Firefly tira un obus supplémentaire et le second Tigre prit feu. Le premier Tigre de la colonne fut touché de 2 projectiles alors qu'il tentait de se mettre à couvert et commença à brûler. Comme à chaque fois qu'un char est touché, les munitions en explosant à l'intérieur firent voler le Tigre en éclats. L'action ne dura que 12 minutes. Juste après, le Firefly fut à son tour touché par le tir d'un char embusqué et prit feu, laissant à l'équipage à peine le temps de s'échapper. Ce n'est que plus tard pendant la bataille qu'il fut établi que le Tigre de tête était celui de l'as allemand Michael Wittmann. Une légende touchait à sa fin. Les actions de ce type retardèrent l'avance des Alliés et la poche de Falaise ne fut pas prise avant la fin du mois d'août. Le carnage infligé aux forces de l'Axe, retranchées sans protection dans Falaise, dépasse l'entendement.
Malgré son incroyable réputation et sa puissance de feu reconnue de tous, le char Tigre lui-même avait quelques sérieux problèmes opérationnels, parmi lesquels le moyen de rejoindre le front. Les larges chenilles nécessaires pour soutenir l'énorme masse de la machine sur les sols meubles ne pouvaient pas être utilisées longtemps sur route, car les forces générées risquaient tout simplement de détruire les chenilles ou les galets de roulement. Les suspensions posaient d'énormes problèmes aux équipages sur le terrain. Les dégâts causés par les mines ou les obus aux galets de roulement nécessitaient un long et complexe travail de réparation. Souvent, les conditions d'engagement extrêmes avec de la boue gelée, de la neige, de la glace ou du sable obligeaient les équipages à faire l'impasse sur des étapes vitales d'une réparation. Cela était encore aggravé par le feu ennemi et la précipitation pour quitter la zone de combat le plus rapidement possible. Le manque de maintenance signifiait que le char pouvait très rapidement tomber en panne, obligeant son équipage à l'abandonner après l'avoir détruit. Comme le Tigre et ses chenilles étaient d'un gabarit plus large que les autres chars, il ne passait pas dans les tunnels des lignes de chemin de fer utilisées pour l'acheminement vers la zone de déploiement. Ces chenilles devaient être remplacées par des chenilles de transport plus étroites. 4 des lourdes roues devaient être retirées de chaque côté avant que l'énorme engin puisse monter sur un wagon à plateau. Dans de bonnes conditions, avec les unités de soutien adéquates et une main-d'œuvre qualifiée, cette opération prenait 4 heures par char, sachant qu'elle devait être exécutée en sens inverse une fois à destination. Si les choses se précipitaient à cause du feu ennemi, de mauvaises conditions par empressement, le Tigre risquait tout simplement la casse à court terme. Le soutien des Tigres alla de mal en pis à mesure que la guerre avançait, la supériorité aérienne alliée nuisant à la mobilité des unités terrestres en espace ouvert. Les Alliés détruisaient purement et simplement les routes et les voies de chemin de fer. Un Tigre endommagé nécessitait 2 engins de maintenance semi-chenillés de 18 tonnes pour le remorquer jusqu'à un atelier de campagne. La plupart du temps, les conditions étaient catastrophiques. Dans certains cas, les équipes de réparation étaient absentes ou ne pouvaient pas opérer. Les Tigres endommagés étaient remorqués par les autres, en général par 2. Cela se traduisait fréquemment par une usure ou une casse des transmissions bloc moteur, direction et boîte de vitesse, des chars qui n'étaient pas prévus pour tracter 2 fois leur poids. On cite un cas en Italie où 14 Tigres du 508e bataillon de chars lourds furent déployés pour attaquer les Américains qui, après avoir débarqué, fonçaient vers Rome. Néanmoins, très vite, pour d'obscures raisons d'ordre tactique, le bataillon fut obligé de se replier. Du fait d'un manque d'organisation et de techniques de remorquage efficaces, seuls 8 de ces chars réussirent à rejoindre leur atelier de campagne, dont 4 en état de combattre. L'un fut immédiatement touché et détruit par un tir d'artillerie, 2 autres eurent des problèmes de boîte de vitesse en manœuvrant, laissant un seul char Tigre opérationnel. Si on avait donné une chance aux équipages de mener une maintenance correcte, et si les équipes de réparation avaient été plus présentes, les choses se seraient déroulées autrement. Malgré ces déboires opérationnels, l'apparente invincibilité du Tigre eut un effet démoralisateur sur les troupes alliées, particulièrement sur les équipages de chars. Sa réputation était telle que si les équipages de chars alliés engageaient des chars ennemis, ils supposaient d'entrée de jeu que ceux-ci étaient tous des Tigres et adoptaient des manœuvres de repli. Il apparaît clairement que l'effet du Tigre sur les troupes alliées dépassait en proportion le nombre de Tigres réellement présents sur le terrain. Le Tigre fut mis en service lorsque l'équilibre des forces commençait à basculer en défaveur de l'Allemagne. Il eut un impact décisif sur les opérations offensives, mais il fut aussi une formidable arme de défense. Les situations auxquelles il eut à faire face étaient souvent au-delà de ses capacités. Le manque de ressources provoqué par les raids aériens alliés ne permit pas d'en construire suffisamment, et la destruction des infrastructures empêchait de les acheminer là où il y en avait le plus besoin.
Les défaillances mécaniques causées par de longs trajets forcés, avec une consommation de 20 litres pour 5 km parcourus, entraînaient un manque de carburant et limitèrent son champ d'action. Le pire est quand on compare les chiffres. Les Russes ont fabriqué des dizaines de milliers de T-34. Les Américains des dizaines de milliers de Sherman. Et les Allemands ont seulement construit 1500 Tigre 1 avant de devoir abandonner la production en 1944. La production fut transférée sur le Tigre 2, plus lourd, construit selon les enseignements tirés du Tigre 1 du Panther et de leurs adversaires. Si un équipage allié aux Russes devait s'extraire de son char en urgence, il savait qu'il pouvait revenir sur le champ de bataille avec un autre char dans la journée, et leur char endommagé était réparé ou mis à la casse très rapidement. Si un équipage de Tigre devait abandonner son engin, il avait ordre de le détruire pour empêcher qu'il ne tombe aux mains de l'ennemi. Il savait aussi qu'il ne serait pas remplacé immédiatement, le cas échéant. Cela contribua à bâtir le mythe du Tigre, détruit avant de se rendre. Il en restait quelques-uns à la fin de la guerre, mais en nombre ridiculement faible au regard de leur réputation. Comme pour tout prédateur obligé d'opérer devant un nombre toujours plus grand d'adversaires, la défaite est inévitable. Les exemplaires ayant survécu sont rares et peu visibles, ce qui contribue au mythe de l'engin. L'un d'entre eux, par exemple, a été pris aux Allemands en Tunisie par les Britanniques et il est au musée des chars de Bovington. Un autre apparaît de manière plus menaçante au mémorial de Vimouty en Normandie, figé le long d'une route. Un Tigre en état de marche est parfois de sortie au musée des blindés à Saumur. D'autres sont présents dans des pays de l'ancien bloc de l'Est. Et comme ces pays s'ouvrent progressivement au reste du monde, peut-être verrons-nous d'autres exemplaires de ce monstre conquérant.